Philippe, comment ça va? Ça va bien, et toi, Thomas? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation Avec plaisir. pour le break. Philippe Bouillon, concepteur, organisateur de la Louvre Game C'est ça, tout à fait. dans le gaming. C'est quoi, ma première question pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi la Louvre Game? Alors, la Louvre Game, c'est un événement, tout simplement, où on organise des compétitions de jeux vidéo, Oui. donc autrement dit de l'e-sport ou du sport électronique. Et à la base, c'était un petit événement tranquille où on faisait ça limite plus avec des copains que des gens qui viennent d'un peu partout. On a toujours fait ça à Charleroi. Mhm. Et on a commencé dans une école à Notre-Dame Ville-Basse. On avait loué le réfectoire au tout début. Et donc voilà, on n'avait pas de grandes ambitions, mais au fur et à mesure des années, ça a évolué. Et donc la Louvre Game est devenue un événement un peu plus important, ou en tout cas, on a dépassé le cadre de l'événement plutôt fun pour devenir véritablement une vraie compétition de sport électronique. C'est combien d'années ici, donc on va parler après de la prochaine Louvre Game. Ça fait combien d'années que tu travailles là-dessus? Moi, j'ai commencé en 2015. Donc ça va 2015. faire 7 ans, Ouais. 7-8 ans. Et tu es arrivé, tu étais déjà gamer, toi, à la base. Est-ce que finalement, les jeux qui sont choisis à la Louvre Games sont tes jeux, enfin tes jeux. Si. Oui, donc moi je suis un gamer, j'ai toujours Ouais. joué, j'ai toujours participé à des LAN, parce qu'avant la Louvre Game, forcément, il y en avait d'autres qui Ouais. faisaient globalement la même chose. Ou simplement des LAN dans mon salon où j'invitais 10 copains et je disais à mes parents, bon, ce week-end, moi je prends possession du salon avec tous des PC partout. Donc j'ai toujours été baigné dans ce monde-là. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est mes jeux? Alors, pas forcément. Alors, forcément, c'est des jeux auxquels j'ai joué parce Mhm. que c'est des jeux qui sont très communs, très connus, très répandus, où il y a une énorme communauté, donc forcément, j'y ai joué. Mais c'est pas forcément mes jeux à moi de prédilection sur lesquels je passe mon temps. Parce que les jeux auxquels moi je joue majoritairement sont pas forcément très e-sport, Ouais. ou en tout cas il n'y a pas de nécessité d'en créer des compétitions supplémentaires. Là, on est vraiment sur des jeux purement e-sport où les gens qui jouent, c'est dans le but d'être compétitif, quoi. Et tu peux nous présenter, donc il y a, dans la Louvre Game, il y a 3 jeux. Tout à Si fait. j'ai bien Tout à fait. appris mes fiches, C'est ça. que je tout n'ai à pas, fait. mais, Tu as donc il y a bien, tu as 3 bien jeux qui retenu. sont plutôt des jeux, de guerre, si on peut appeler ça. Comment tu définis, quels sont les jeux et comment tu les définirais pour le grand public de néophytes non Alors, gamers? il y a pas toujours eu que ce jeu-là. Ouais. On a changé un peu au fur et à mesure du temps parce que il y a des jeux qui sont très populaires à un moment, moins Mhm. populaires à d'autres moments. Enfin, donc voilà, on a toujours un peu, on doit s'adapter, tout simplement. Maintenant, le jeu qui a toujours été là et qui restera là, on a vu encore quelques temps, c'est Counter-Strike. Counter-Strike, Ouais. qui lui existe depuis des années et qui est au top du top en termes d'e-sport. Donc là, c'est simplement un jeu, on pourrait dire, de guerre, un jeu de tir. Voilà, Ouais. vous êtes Qui est le GOAT des jeux vidéo, on peut C'est dire ça? ça. Alors peut-être pas des jeux vidéo, mais dans son style à lui qui est le FPS C'est compétitif, ça. lui c'est véritablement le monument, quoi. C'est le Avec jeu. des séries tous les ans qui sortent un peu comme Pas réellement, non. non? Counter-Strike, il y a eu plusieurs opus qui sont sortis au fur et à mesure. Maintenant, on est quand même dans une période où les éditeurs sortent peut-être moins d'opus, mais plus des grosses mises à jour Ouais. qui viennent un peu modifier ce qu'on appelle la méta du jeu, donc la manière de jouer, les stratégies, etc., etc. Et donc là, oui, il y a quand même régulièrement des jeux. Ce jeu est régulièrement mis à jour, mais pas trop souvent non plus, parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeu compétitif. Et c'est comme si Faut vous pouvoir jouez. s'entraîner. C'est ça, voilà. C'est comme si au football, tous les 6 mois, on changeait complètement les règles. Forcément, ça n'irait pas. Les joueurs ne pourraient pas appliquer les règles correctement, ni même les coachs. Donc là, Counter-Strike est un peu dans ce même principe. Pour essayer d'avoir un jeu le plus stable possible, ils essayent de sortir le moins de mises à jour possible. Mais voilà, il y en a de manière assez régulière quand même. Qui est finalement, on reviendra sur les 2 autres jeux, j'oublie pas ma question, mais qui est une autre stratégie que par exemple un jeu comme FIFA. Moi, je suis plutôt gamer FIFA, mais qui lui, systématiquement, sort au minimum un par an, Oui. parfois même des extensions Coupe du Monde, Euro, qui se font moins maintenant, mais quand moi j'étais vraiment gamer. Et donc tu dois réapprivoiser le jeu tout le temps en fait. Pourtant, c'est Tout à un fait. jeu aussi compétitif. Chaque éditeur a sa stratégie. Ouais. Donc Valve, qui est l'éditeur de Counter-Strike, a une stratégie bien particulière qui Ouais. est appréciée ou pas par la communauté. Et FIFA avec EA, c'est pareil.
Maintenant, oui, effectivement, FIFA, bon, je pense qu'il y a aussi le côté plutôt argent qui Marketing, intéresse ouais, tout à fait. eSport qu'autre chose. Mais si t'es FIFA, Euh, tu achètes de base le oui, niveau voilà, FIFA, quoi. Donc, FIFA est un des jeux les plus joués au monde parce que bah, forcément, avec la connotation du football, bah, ça touche tout le monde. Tout le mhm, monde a déjà joué au football ou vu du football. Et donc, jouer à FIFA, c'est très facile, on prend très vite ça en main. Donc c'est pour ça qu'il est si populaire. Maintenant, le côté plutôt e-sport, lui, par contre, l'est beaucoup moins. mhm. FIFA est un des jeux, n'est pas un des top tiers en termes d'e-sport, parce que justement, il y a ce côté mise à jour très régulière qui change complètement la manière de jouer. Tu crois que c'est ça le lien Ben, et pour moi, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a le côté où, effectivement, il y a énormément de mises à jour qui changent, qui dérèglent, qui changent complètement le jeu. Et on voit, au fur et à mesure que on avance dans l'année, les joueurs qui arrêtent, tout simplement, qui arrêtent complètement la compétition. Donc, il y a ça. Il y a aussi que, ben, il n'y a pas beaucoup de compétitions sur FIFA, mais de réelles compétitions Ouais. professionnelles. Donc, si vous êtes un joueur professionnel, ben, c'est très compliqué de pouvoir en vivre pleinement. Il y en a, hein, j'ai pas dit qu'il y en avait pas, mais Non, non, mais c'est pas extrêmement répandu. quand on parle e-sport, c'est pas nécessairement FIFA qui est dans Ah le top non, 3, pas quoi. du tout, absolument pas. Ah non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc là, pour le top 3, on est plutôt sur du Counter-Strike, League Ouais. of Legends. Après, ça peut dépendre, on a du Dota, on peut aussi avoir éventuellement de l'Overwatch. Pendant tout un temps, Overwatch était un peu au top. En fait, on n'est pas Mais, sur des jeux de sport. ah, pas du tout. C'est ça qui est un peu paradoxal. On dit e-sport, mais on n'est pas, enfin, pas Non. paradoxal, mais je veux dire, Non, non, par rapport au commun des Oui, néophytes on qui ne pourrait- connaissent rien, e-sport, on se dit, ouais, c'est du sport. Mais, virtuel, mais non, pas du tout. ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Et donc, je reviens sur les deux autres jeux, donc Counter-Strike. Alors Counter-Strike, Rainbow Six, qui est finalement le petit frère de Counter-Strike, mais fait par un autre éditeur qui s'appelle Ubisoft. Mais Ok. c'est typiquement pareil. On est globalement sur le même jeu. FPS. Voilà, tir à première personne 5 contre 5. Donc ça change pas grand chose. Et puis là, on sort du côté FPS. On est plus sur du MOBA. Donc là, on est sur Dota 2. On ne prend pas League of Legends. Beaucoup de gens pourraient croire qu'on prendrait League of Legends. MOBA, mais, pour les... alors là, c'est MOBA, tu m'as perdu. Hein. Ouais, Counter-Strike, j'ai compris, mais MOBA, tu m'as perdu. C'est une arène. Grosso modo, c'est une arène. Vous êtes 5 d'un côté, 5 de l'autre. Vous êtes dans une arène. Chaque joueur incarne un personnage qui a des pouvoirs différents. Chaque personnage a des pouvoirs différents. Et le but, c'est de construire une équipe qui a un minimum de cohésion pour dire de pouvoir aller détruire la base adverse. Voilà, Et on est simplement. sur les personnages, je veux dire, de base de jeux vidéo, un elfe, un enchanteur, des trucs comme ça. On ou est c'est- forcément dans un monde d'Heroic Fantasy. On est dans un Heroic Fantasy, c'est voilà, ça. donc on est sur des personnages un peu bizarres des Qu'on fois. n'est pas du tout dans Counter-Strike. Ah non, non, Counter-Strike, pas du on tout. est dans une Alors, guerre. c'est un monde beaucoup plus réel, réaliste, ça. avec des humains et des armes à feu, quoi. Et au niveau des gamers, est-ce que tu as des gamers qui jouent de manière, je veux dire, pro ou semi-pro, donc aux différents jeux, ou c'est vraiment que des spécialistes en disant, moi je ne joue que Counter-Strike et je joue pas sur le Heroic Fantasy, c'est comme ça qu'on dit, Heroic... Bah, sur du MOBA. en MOBA, fait. on va dire MOBA, ou je ne joue que sur Rainbow Six et pas sur Counter-Strike. Comment tu Ouais, analyses, ou est-ce c'est, qu'un peu c'est en fonction? Non, c'est comme le sport. Je dirais dans 99% des cas, forcément, si vous êtes un joueur professionnel de Counter-Strike, vous allez rester un joueur professionnel de C'est ça. Counter-Strike toute votre vie. Après, comme des sportifs de haut niveau ont été joueurs professionnels de basket et puis qui sont passés par exemple dans le baseball avec Michael Avec Jordan. Michael Jordan. Dans certains cas, il y a des fois des transitions, notamment aujourd'hui. Il y a un nouveau jeu de FPS toujours qui a fait son apparition qui s'appelle Valorant, Ouais. qui est un très et sérieux gros concurrent à Counter-Strike. On a vu des joueurs de Counter-Strike professionnels basculer sur Valorant et devenir aussi des joueurs professionnels. Donc ça arrive, c'est pas Sur un nouveau jeu, ça mais- peut arriver, mais peut-être moins Voilà. sur des jeux déjà existants. sur des jeux qui sont déjà beaucoup plus vieux en termes de licence. C'est beaucoup plus rare. C'est pas C'est ça. impossible, mais c'est beaucoup plus rare. Mais je dirais que voilà, dans 99% des cas, si vous êtes professionnel de Rocket League, vous allez rester sur Rocket League la majeure partie de votre carrière.
Il faut savoir que moi, je l'ai vécu avec FIFA. Joueur professionnel, c'est un vrai métier. Ça demande Tout à fait. des heures d'entraînement. Je dis je l'ai vécu, pas que j'ai été joueur professionnel, mais j'ai joué une fois contre un joueur professionnel et en fait, c'est comme en football réel. Je veux dire, on joue pas au même sport, on joue pas au même jeu. Enfin, je me rappelle, ça m'a fait rire. On avait fait la première mi-temps, il m'avait mis 6-0 et puis il avait repris l'autre manette et il m'avait mis 6-6 ou 7-6. Alors que j'estime que voilà, je joue depuis 10 ans, donc on est sur des gars qui s'entraînent, qui ont une vie axée autour des jeux vidéo. Alors, un vrai joueur professionnel, oui. Ouais. Forcément, il va avoir énormément d'entraînement, énormément de practice, il va jouer énormément de matchs, il va analyser le jeu sur toutes les coutures C'est possibles et ça. inimaginables qu'un joueur lambda ne fera jamais. Alors, forcément, ben, toi, tu as l'impression d'avoir un bon niveau, mais face à lui qui connaît le moindre recoin du jeu, de n'importe quoi, forcément, ben là, il a un niveau qui est insurmontable pour Je pense que les gens se rendent pas toujours compte Non, du gap finalement Non. entre non, voilà. tout à fait. Bah, parce que pour les gens, malheureusement, c'est des gens qui jouent, en fait. On utilise ce verbe, finalement. C'est ils jouent. Donc, s'ils jouent, bah, c'est que c'est pas forcément sérieux. Ouais, c'est ça. Et alors que oui, tout à fait. C'est tout à fait sérieux. Il y a des grosses sommes d'argent mises en jeu. Il y a des carrières qui se jouent là-dessus. Donc voilà, c'est majoritairement la raison. C'est que- Ouais, c'est chose que, allez, moi j'ai joué beaucoup au poker. C'est quelque chose que tu n'as. Au poker, t'es débutant, t'as toujours une chance, on va dire. Je pense quand même que enfin, on donne beaucoup trop d'importance à la chance au poker, mais t'as quand même toujours une chance. Ouais. Que au gaming comme ça, je pense que t'as aucune chance. Si t'arrives dans un tournoi FPS avec une équipe de joueurs du dimanche, si je peux appeler ça, jamais tu peux gagner, quoi. T'as toujours une part de chance quand même, même si elle est infime, elle est toujours présente. On a déjà vu dans certaines grandes compétitions mondiales des équipes qui sont beaucoup moins connues et qui ne sont peut-être pas professionnelles ou pas à 100% et qui arrivent avec des stratégies tellement peu utilisées ou peu Ouais. vues qu'elles vont surprendre justement les joueurs professionnels qui des fois ont peut-être un jeu très approfondi mais très stéréotypé aussi. Ok. Et donc, alors bon, forcément, arriver à un certain niveau dans le tournoi, voilà, ce genre de coup de chance devient inexistant. Mais néanmoins, ça arrive de temps en temps sur certains Comme t'as des matchs. challengers, on va dire. C'est des challengers voilà, comme c'est une ça. équipe de foot C'est dans ça. un gros tournoi où tu t'attends pas à ce qu'ils aillent si loin. Mais Maintenant, voilà, on déciderait de créer une équipe, toi et moi, et d'aller là-bas. toi peut-être, mais moi c'est Bah, sûr même que moi, non. non, c'est sûr, on se fait laminer, ça c'est certain. On aura beau faire ce qu'on veut, on sera laminé. Mais voilà, des fois, le côté chance peut quand même être présent. Les gens de notre génération, ils ont vécu finalement, enfin, on a vécu un changement dans le sens où les gamers étaient des geeks et en gros jouent pas trop aux jeux vidéo sinon tu feras jamais rien de ta vie. Je synthétise, mais Ouais. la génération de nos parents, le jeu vidéo, c'est quand même, voilà, moi j'étais à privilégier parce que mes parents me laissaient jouer, j'avais des potes qui pouvaient. Et aujourd'hui, il y a des carrières, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des gamers professionnels. Comment t'analyses finalement ce changement tout à fait? Aujourd'hui, tu as des jeunes dont leur vocation, et les parents suivent en disant, OK, on va essayer, il va être youtubeur, il va être game. Donc, cette création de nouveaux métiers. C'est Internet. Ouais. Tout simplement, c'est Internet, c'est la liberté, c'est les bons côtés entre guillemets d'Internet. Donc moi je trouve ça fantastique finalement et finalement c'est un peu ce qu'on fait ici avec on crée nous-mêmes du contenu que On n'aurait pas pu créer le break il y a 15 ans. c'est ça, tout à fait. Ça aurait coûté, si on aurait pu le créer. Oui, mais avec des 200 000 prix, euros c'est d'investissement. ça, exactement. Et donc tout ça s'est démocratisé grâce notamment à Internet. Et donc n'importe qui dans sa chambre qui a un minimum de compétences ou simplement d'imagination ou de créativité, aujourd'hui peut être vu, peut être regardé, peut être liké, peut être aimé tout simplement. Et donc ça c'est Internet, ce que nos parents n'ont pas connu Oui. évidemment. Donc
c'est pour ça qu'il y a il y a un choc comme ça. Enfin, je pense, hein. Moi, c'est mon avis, c'est que ils n'ont pas connu Internet, ils n'ont pas connu l'émergence d'Internet. Moi, je suis né avec Internet, Ouais. donc je suis né avec la liberté de penser, d'écrire, de diffuser, de partager directement. Et ce que beaucoup de gens avant nous n'ont pas eu, et donc je pense que c'est pour ça qu'ils comprennent pas en fait, tout simplement, comprennent pas tout ça. Et toi, au niveau du gaming, c'est un métier, organisateur d'événements gaming, ou aujourd'hui c'est une passion métier, un métier à part entière, c'est ton métier Tout à à fait. temps Donc plein? moi, je vis de ça depuis quasiment mes débuts. J'ai eu cette chance entre guillemets. Bah, Donc cette moi, chance, ou c'est le fruit aussi de ton travail et de tes capacités. évidemment, voilà, j'ai beaucoup travaillé pour arriver là où je suis, ça c'est sûr. Mais voilà, je m'estime quand même chanceux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien faire ce que je fais, et moi j'ai justement cette chance de pouvoir le faire à temps plein. Donc voilà, je reste conscient quand même que ça reste une chance néanmoins. Et c'est quoi ton Oui, quotidien, en fait, justement, ça dépend. de vivre dans ce monde-là? C'est très variable parce que ça va dépendre un petit peu des projets qu'on a sur le moment. Mais bon, par exemple, ici, on est dans l'élaboration d'une nouvelle Ouais. game qui va arriver. Ben, forcément, mon quotidien aujourd'hui, C'est de l'organisation d'événements. c'est de l'organisation, d'être en contact continuel avec les joueurs, les managers, les coachs, les accompagnants, les visiteurs, puis être justement aussi en contact des sponsors parce que eux ben, ils sponsorisent notre événement, et donc ils attendent un retour, ils Oui. attendent un soutien, les accompagner dans ce qu'ils vont mettre en place. Et puis toute la logistique, évidemment, de l'événement, Penser à tous les côté problèmes qu'il technique. faut régler. On peut toujours penser à tous les problèmes. Il y aura toujours un problème Bien qu'on n'a sûr, jamais auquel vu. t'as pas pensé. Voilà, que ça fait la 25e, la Et 25e celui-là, édition. et celui-là. Il est jamais arrivé, on n'y a jamais pensé, mais il sera là. Donc, essayer de parer à tout ça, être continuellement en contact avec les professionnels, parce que nous, on travaille avec des sociétés, par exemple comme UniOne de Charleroi, on travaille beaucoup avec eux. C'est aussi être en contact un peu avec Jean-Marc et d'essayer de parer à tous ces éventuels problèmes, de régler les problèmes qui ont eu lieu pour pas qu'ils se reproduisent. Voilà, donc c'est vraiment très variable. Et si on est dans une période où on n'a pas de l'Overgame organisé, là, on fait beaucoup de services pour d'autres organisateurs d'événements. Ok. Donc, ou tout simplement des sociétés ou n'importe qui. Qui font des événements dans le gaming. Toujours dans le gaming. Toujours. Moi, je suis... alors, je suis pas que dans le gaming, mais je dirais que 90% de mon temps est dans le gaming. Et donc, c'est toujours dans le but de leur permettre de réaliser leurs événements. Si tu devais placer ou faire un parallèle avec des compétitions sportives ou des compétitions autres, comment tu placerais la Louvre Game aujourd'hui? Est-ce que c'est une compétition nationale, régionale, internationale? Par rapport à l'e-sport de manière ou Ouais, par tous les rapport à sports? l'e-sport en général, de dire voilà, une Louvre Game, ça représente. Je dirais qu'une nouvelle game, c'est pour l'instant, hein, si on regarde sur le marché, je dirais plutôt francophone. Ouais. Si on prend Counter-Strike, Dota ou même Rainbow Six, on est surtout une compétition où on va majoritairement accueillir des joueurs semi-professionnels. Ok. Donc, il y a de l'amateur, je dis pas, il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas de contrat, qui viennent juste pour s'amuser. On a ce côté-là, mais je dirais que vraiment 60% des joueurs au moins sont des joueurs semi-professionnels. Quand tu dis Et on a des semi-professionnel, ça représente plus ou moins combien d'heures de jeu par semaine, en moyenne, hein, comme ça? C'est très variable, mais bon, voilà, si on est considéré comme un joueur semi-professionnel, donc des gens qui gagnent vraiment une grosse partie de leurs revenus par mois grâce au jeu, que ce soit à travers les cash prizes qu'ils gagnent ou même les salaires qu'ils touchent, tu peux être sûr que c'est des gens qui commencent à jouer vers 6-18 heures et qui vont terminer à 1 heure du matin, tous les jours, quasiment. C'est ça. C'est un vrai métier. Plus ou moins. C'est un vrai métier, quoi. Oui, c'est des gens qui sont là dans le but de générer, de s'amuser tout d'abord, évidemment, mais aussi de générer de l'argent, très clairement. Ou de pouvoir se démarquer pour devenir joueur professionnel. C'est ça. Donc oui, tout à fait. T'es un peu dans l'entre-deux. C'est ça. Pour l'instant, la Louvre Game, c'est une série c'est un c'est une tremplin. série de tournois entre deux où tu peux exploser. Ouais. On a beaucoup de joueurs qui sont passés dans nos événements, dans nos tournois, qui sont C'était la question aujourd'hui. que j'avais posée. Ah ben voilà, j'anticipe. Donc effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus chez nous, qui sont aujourd'hui des joueurs professionnels. Par exemple, si on prend Counter-Strike, le meilleur joueur du monde qui s'appelle Ziwo, enfin son pseudo c'est Ziwo, son prénom c'est Mathieu.
Il est passé par la a Louvar fait Game. plusieurs Louvar Games et aujourd'hui, c'est un Français. Et aujourd'hui, il est considéré comme le meilleur joueur du monde dans sa discipline. Bon, lui, c'est vraiment un cas à part. C'est une étoile parmi tous les joueurs. Mais on a beaucoup de joueurs qui sont devenus professionnels ou qui ont fait une carrière dans l'e-sport en venant dans la Louvar Game. Est-ce que, comme dans d'autres, que ce soit dans la culture, dans la chanson, dans la danse, dans le sport, est-ce que à un moment donné, tu es capable dans l'e-sport de voir quelqu'un et de se dire, lui, ça va être un tueur? Un peu comme un petit footballeur ou un petit chanteur, ou un petit, je veux dire en âge, où tu te dis ça va être, Tout à ça va être fait. un Il tueur. y a des recruteurs, hein. Ouais. Ça existe. Il y a des recruteurs. J'ai été notamment, c'est un peu le rôle que j'ai eu aussi un peu au Sporting de Charleroi quand j'y étais. C'est moi qui ai repéré Mathias Rousselet, Ouais. qui est devenu d'ailleurs champion de Belgique après sur FIFA grâce à la Pro League. Et encore les deux joueurs qui sont actuellement au Sporting, c'est des joueurs que j'avais moi-même repérés grâce au tournoi, etc. Donc oui, tout à fait. Il y a vraiment des gens, c'est leur métier, c'est de scouter, de recruter. Parce que là, les jeux, c'est des jeux par équipe, toi, Ouais. la Louvar Game. Tout à fait. Donc c'est peut-être encore plus difficile. Tu Mais vois? comme dans le football, quand vous êtes dans une équipe, vous avez un rôle. Ouais. Donc, bon, ici on parle pas d'attaque-défense ou ce genre de Non, choses, mais mais vous avez un rôle dans votre équipe et donc si vous cherchez un rôle en particulier, vous pouvez, même s'il joue en équipe, cibler ce joueur en question parce que on va récupérer tout un tas de statistiques, etc. Et de par ces statistiques, on va pouvoir dire ah ouais, ok, lui vraiment, il est très impactant dans sa partie, donc il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Ça veut pas dire qu'il va devenir joueur professionnel, mais en tout cas, ce serait intéressant de l'accompagner, de l'encadrer. Donc oui, tout à fait. C'est comme le sport, c'est typiquement pareil. Et finalement, tu étais recruteur quand tu as travaillé au Sporting de Charleroi pour FIFA, alors que de base, on en avait parlé, t'es pas du tout un joueur FIFA. Donc là, Non. c'est quoi? C'est de l'analyse de statistiques, c'est de l'analyse technique, c'est de l'analyse du comportement de la personne. Alors quand j'ai fait ça pour le Sporting, enfin à la base j'étais manager, hein. Ouais. Le Sporting manager ça veut tout dire, hein. Tu fais tout globalement. Donc je devais voilà m'occuper aussi de Ouais. pouvoir cibler les jeunes qui pourraient éventuellement devenir la pépite de demain sur FIFA. Qu'est-ce que je regardais surtout? Effectivement, je regardais comment il se comportait. Si déjà la personne a un comportement très toxique, ça va être très compliqué. Et puis, voir aussi comment il gère la pression. Par exemple, Matax a souvent été dans des matchs où il était mis en difficulté et il a quand même su garder le mental. Il a quand même su trouver la faille chez l'adversaire pour dire de pouvoir vraiment renverser la tendance. Puis il y a aussi le talent, tout simplement. Si je prends NB, Nathan, qui est maintenant joueur de la Pro League au Sporting, et que je prends Matax, c'est deux joueurs qui ont un talent extraordinaire et époustouflant. Et donc après, bon, déjà il y a le fait de les repérer, donc de voir un peu s'ils gagnent des tournois, comment ils se débrouillent face à dans des matchs, etc. un peu plus compliqués. Et puis une fois que ça s'est fait et que j'avais leur nom, j'essayais aussi d'écouter un peu ce que disait la communauté sur ces joueurs-là. Et donc très vite, Matax a été vu comme quelqu'un de très talentueux et de très bon. Et donc à partir de ce moment-là, une fois que la communauté, entre guillemets, je vais pas dire me donner raison, mais en tout cas validait finalement mon choix, je me disais, ok, là il y a vraiment un truc à faire. S'il commence à être reconnu par ses pairs, c'est que véritablement il y a un truc à faire avec ce joueur. Et c'est comme ça, voilà, que de fil en aiguille, j'ai contacté Matax, j'ai contacté NB et qu'ils sont retrouvés là où ils en sont aujourd'hui. Ici, tu es organisateur d'événements. Est-ce que tu as le regret de ne pas être justement parfois dans tes événements ou joueur pro, joueur semi-pro? Est-ce que moi je l'ai vécu dans le poker où j'ai organisé le salon du poker parce que je me suis rendu compte que j'avais pas ou la capacité ou le temps ou finalement d'être joueur pro poker clairement, et j'ai été mais de base je me suis éclaté à le faire, mais c'était un peu par défaut. Est-ce que tu as eu ce truc là aussi en te disant moi j'ai pas ou la patience ou le temps de devenir joueur pro, et donc je vais utiliser le gaming, utiliser dans le bon sens du terme, pour faire autre chose? Non, parce que j'ai jamais eu, je pense, le talent nécessaire pour être joueur professionnel. Ça m'a même jamais traversé l'esprit.
Maintenant, même si oui, ça peut être chouette de participer à mes propres events. De temps en temps, je le fais. Ça m'est déjà arrivé, un joueur qui est pas bien. Et je me dis, allez, c'est bon, pour pas que ton équipe soit défavorisée, je le remplace. je le remplace, mais en sachant très bien que, voilà, Ouais. il s'attend à rien d'extraordinaire. Donc, ça fait partie C'est du la contrat. bouée de... Voilà, c'est ça. Je me mets en avant, je fais tirez-moi dessus, et comme ça, eux, ils ont le temps de tirer sur les autres. Mais, donc oui, je le fais plus pour m'amuser comme ça, mais je n'ai jamais eu cette vocation. Et j'ai toujours aimé, entre guillemets, organiser les choses. C'est ça. J'étais un joueur de jeux de rôle sur table. Ouais. J'étais jamais le joueur, j'étais toujours le maître du jeu. C'est Donc, ça. c'est vraiment c'est ton plaisir, quoi. moi, c'est un truc que j'aime bien, voilà, organiser, manager, gérer, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, non, ça m'a jamais traversé l'esprit des joueurs pro, mais justement d'être de l'autre côté de la barrière de l'e-sport et d'être plutôt l'organisateur qui organise pour des joueurs, pas forcément pro, mais en tout cas pour des joueurs de tout horizon. Organisateur d'événements, c'est gérer des problèmes. C'est quoi enfin, entre autres, c'est pas que gérer des problèmes, mais c'est quoi finalement les 3 plus gros problèmes auxquels tu as été confronté en te disant, ici c'est la guerre, quoi. Si on trouve pas de solution, c'est la guerre. Internet. Ouais. Parce que nous, on a trois vraies clés pour réussir un événement chez nous. C'est forcément avoir une bonne connexion Internet. Ouais. Il est déjà arrivé que plus d'Internet. Voilà, plus d'Internet, donc plus personne sait jouer. Ça, c'est l'horreur. T'as tous les joueurs qui sont là, assis, prêts à jouer, et tu peux pas. Donc là, effectivement, Et ils sont pas contents. Ah, ils sont pas très contents, non, ça c'est clair, parce qu'ils ont payé cher pour être là. Donc si ça fonctionne pas, c'est un peu délicat. Forcément, l'autre côté, c'est l'électricité. Ouais, c'est ce que j'allais. Voilà, si t'as des pannes de courant, là tu pleures. Et tu l'as déjà vécu, la panne de courant? Ouais, j'ai déjà vécu au Dôme, justement. Alors bon, là ça va, c'était pas une coupure de courant genre générale. C'était une surchauffe, un truc. Il y avait eu on avait un peu inversé certains câbles entre guillemets. Le fil rouge sur le truc voilà, on bleu avait mis le fil rouge sur le fil bleu et pas l'inverse. Et donc effectivement, il y a un moment où boum, toute une rangée de tables, plus de courant, mais bon, sur le moment, il faut trouver le problème, enfin trouver la solution. T'as quand même la goutte, tu te dis si je le trouve ouais, pas, là tu te dis mince, parce que surtout quand c'était la première fois qu'on était au Dôme quand ça arrivait, et donc on savait pas, c'était nous, c'était le Dôme, c'était la capacité du Dôme, enfin c'était qui, c'était mon câble, enfin voilà, on sait pas où est le problème, donc il faut le résoudre. Et là, encore une fois, chapeau à l'équipe du Dôme parce qu'ils se sont vraiment donnés comme des oufs pour résoudre le problème avec nous. Et puis un autre problème qui voilà là n'est pas du ressort plutôt du côté technique, mais c'est plutôt du côté émotionnel. C'est des fois forcément les joueurs sont là pour gagner, ils sont là. Des fois il y a des grosses sommes d'argent en jeu, et quand t'as des joueurs qui perdent ou un mot qui part mal, enfin il y a beaucoup de ce qu'on appelle du taunt dans l'événement. Donc par exemple un joueur va mettre un headshot à quelqu'un, il va se lever, il va ouais, il y a du trash talking. Voilà, il y a du trash talk. Alors c'est pas méchant, c'est pas dans le but de blesser la personne, mais ça fait partie de la frustration. Mais c'est violent. Enfin, moi j'ai déjà vu des vidéos, des trucs comme ça. Ça peut être très violent. Quand ça s'attaque, ça peut être très violent. Ça tape quoi. Et donc t'as déjà eu des problèmes où ça passe On en a eu quelques-uns. Des bagarres sur le parking, ça peut arriver. Donc c'est très rare. Hein. Ceci dit, c'est très très rare, mais ça peut arriver. Et donc là, il faut savoir agir et de manière, en plus de ça, très calme, avec beaucoup de pédagogie, etc. Mais nous aussi, ça fait 40 heures qu'on organise, on est éclatés. Ouais, tapant les deux couillons qui sont en train de se battre sur le parking, t'as limite envie de taper dessus c'est ça. Donc, les mettre dans leur voiture, quoi. Heureusement, on a toujours un service de sécurité qui, eux, font toujours ça très très bien. C'est une vraie compétition, les gens sont là pour gagner. C'est des compétiteurs, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment des vrais compétiteurs. Et comme je te dis, il y a de l'argent en jeu et il y a des gens... Malheureusement, c'est peut-être ça qui va leur payer leur loyer à la fin du mois. Donc, ils le perdent sur une bêtise et puis l'autre vient commencer un peu à le troll ou à le narguer. Et quand ça fait 16 heures... sur ton week-end, que tu es en compétition non-stop, hyper concentré, peut y avoir en fait, comme dans tout sport, tu peux avoir une bagarre au poker, tu peux avoir une bagarre au football, enfin, je veux dire, ça peut arriver partout. Comme dans tout sport, quoi. Donc, je dirais, voilà, c'est vraiment les trois problèmes, Internet et électricité, qui sont vraiment, par contre, les nerfs de la guerre,
où là, on peut pas se planter, quoi. Ça, c'est clair. Et la triche dans tout ça, je souris parce que j'ai vu, t'as eu une discussion sur Twitter avec un gars qui t'attaquait un peu en disant ouais, la Louvre Game, machin. Oh, Et c'est tu lui possible, disais ouais, fallait pas tricher, fallait pas tricher. Comment vous gérez ça? Comment vous garantissez? Parce que alors moi j'ai déjà vu quand ils détectent un tricheur dans une LAN, c'est aussi relativement. Faut pas être le tricheur, quoi. C'est ça. Faut pas être, pas parce que les admins vont être, mais les joueurs Ouais, c'est eux-mêmes ça quoi. vont Moi peuvent j'ai être vu très des violents. PC, Ah oui, oui, des oui. vidéos, le gars se fait Ah exploser oui, son oui. PC. Ah oui, oui, clairement, très clairement. Oui, oui, donc, bah, Est-ce que vous êtes encore confronté à ça quand c'est des semi-pros? Est-ce que vous êtes quand même attentif? on est toujours attentif. Ouais. Il y a toujours de l'anti-cheat, donc des programmes qui permettent de détecter si un joueur cheat. C'est ou quoi pas. en fait tricher dans un jeu vidéo? Alors, il y a plein de manières de tricher, hein. Il y en Ok. a pas qu'une en particulier, mais il y en a plein. Bah, par exemple, ça va être de voir à travers les murs, ce qui vous donne quand même un avantage quand même assez évident. Ça Il y va a la être, capacité dans le jeu Counter-Strike de trouver un système de Ouais. voir à travers les murs. tout à fait, de voir à travers les murs, ou de pouvoir tirer directement dans la tête. On sait que sur Ça, j'avais Counter-Strike, vu si vous mettez un des headshot, viseurs. c'est ça, qui spécifiques. bouge tout seul, entre guillemets, ou si le curseur se rapproche, il va automatiquement... C'est une microseconde, hein, Ouais, mais mais à ce hop, niveau-là, voilà, à ce niveau-là c'est de comme jeu si de- tu shotais dans une balle et que elle va dans part le goal directement dans la 100%, quoi. lucarne, quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà, on est sur ce genre de triche. Comment on le voit? Comment on détecte un cheater? Ouais. Si par exemple, alors nous déjà on a des programmes sur nos serveurs de jeu qui Ouais. vont le détecter tout simplement, qui vont détecter qu'il y a des lignes de code qui devraient pas être là, grosso modo. C'est des lignes de code en fait, hein. Donc notre programme va dire attention, il y a des lignes de code un peu bizarres, il faut surveiller. Donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite il y a le client du jeu lui-même qui a un anti-cheat. Alors des fois ils sont performants, des fois ils le sont un peu moins. C'est-à-dire, Mais en fait, quand tu joues à un jeu, le jeu en lui-même a déjà un anti-cheat de base. Ok. Mais souvent, c'est pas des anti-cheats qui sont très poussés. Donc, avec un cheat un peu Avec un plus bon programmeur voilà, et un peu plus développé, ça peut facilement passer à travers. Donc, il y a une protection, mais elle est pas non plus giga dingo. Donc, nous, on rajoute une protection supplémentaire. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est voilà, on n'est pas les gens peuvent toujours tricher. Et donc là, l'avantage, c'est qu'ils sont tous au même endroit. Donc, si un joueur, à un moment donné, sur son écran, on voit qu'il voit à travers les murs, voilà. ouais, le gars derrière lui va peut-être le voir, C'est le ça, gars à côté tout à de fait. lui. Nous, on a ce qu'on appelle des admins, qui sont globalement des arbitres, ouais, qui sont passent entre les tables. continuellement entre les tables à regarder. Si on a une suspicion, on va plus surveiller ce gars-là. Si un joueur vient nous dire, lui, c'est bizarre, il fait des trucs chelous, on va analyser ses parties. Donc, ça veut dire que, si tu veux, en fait, quand une partie est terminée, nous, on a automatiquement la vidéo Statistique. qui est Ouais. uploadée sur un de nos serveurs. Comme ça, Donc, tu on peux peut revoir. revoir l'intégralité du match. Et donc, on a des gens qui sont là pour ça, pour revoir si on estime qu'il y a... Tu l'as déjà vécu? T'as déjà eu dans tes propres organisations J'ai dû gérer ça? j'ai déjà vécu ça, mais pas dans mes tournois. Ok. Donc voilà, mais j'ai déjà vécu. Ouais, tout à fait. Donc et là, il y a des fois des grosses décisions qui doivent être prises et ça, c'est des fois très compliqué. C'est très compliqué à prendre parce que C'est-à-dire? tu peux ruiner la carrière du joueur, quoi. Ah ouais. Tu dois être sûr de toi. Tu dois. Ouais, je comprends parce qu'en fait, si le gars il est pris en tricherie dans un tournoi, C'est ça. il faut qu'il, enfin, J'ai- pour se réinscrire dans un tournoi, c'est. Disons que là, en fait, dans le tournoi pour lequel je fais mention aujourd'hui, c'est un tournoi qui est très important, qui a eu qu'une fois à Charleroi. Et quand le joueur s'est connecté à son ordinateur, on a reçu des messages de ligne de code vraiment très bizarres. Et on a voulu aller voir et il nous a dit non, don't touch my computer, don't touch. Il ne voulait pas que nous, les arbitres, on puisse avoir accès à son ordinateur. Parce que déjà. Donc là, il y a Suspicieux. voilà. Donc là, il y a deux choix. Soit tu dis, Ouais, tu tu le te prends, casses. voilà. Ouais. Déjà, tu peux ruiner, entre guillemets, l'image. Rien de ton qu'avec ça, tournoi. ouais, c'est ça. Et tu peux surtout, si ce n'est pas vrai, ruiner la carrière de ce joueur-là. Donc là, moi, à ce moment-là, j'ai demandé à mon admin, anti-cheat, entre guillemets. Je lui dis, voilà, tu me dis oui, je le sors. Mais après, les conséquences, ça, il faudra les assumer. Et donc, il a approfondi. Et il m'a dit,
Je suis pas sûr à 100%. Alors on l'a pas fait, mais par contre on l'a surveillé de très très près pendant l'entièreté de la partie, et il a fini par se faire éliminer dans le match qu'il a joué, quoi. Donc voilà, on ne saura jamais. Ouais. Mais Ouais, c'est des sales moments, quoi. oui, À parce vivre, que oui, parce que la décision peut être irréversible en fait. c'est ça. Toi en tant qu'admin, lui en tant que joueur, l'image du tournoi, enfin voilà, c'est Ouais, et si il tu faut être te sûr gourres de et que t'as toi. tué la carrière C'est d'un ça. gars, C'est ça. Il faut être vraiment parce qu'en fait, il a eu vraiment- des coups de bol et qu'il a, ouais, ça. Oui, ou parce que simplement, c'est peut-être pas son... En informatique, ça peut être tellement de choses, donc ce sera peut-être pas... C'est peut-être pas lui, en fait, qui crée ces images, ces codes d'erreur, c'est peut-être autre chose. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que là, on l'a surveillé, et là, il y a rien eu de suspect du tout pendant qu'il jouait. Donc, Ah, mais il a donc peut-être, voilà. enfin, tu peux désactiver, j'imagine, le truc ou quoi. Enfin, voilà, on ne Aussi. saura jamais. On ne saura jamais. On ne saura jamais, non. Et donc, la Louvar Game, donc, cette édition-ci, tu nous en parles un peu, quelques chiffres pour que les gens aussi se rendent compte, parce qu'on pense, compétition de jeux vidéo, il y a 15 personnes avec 15 PC. C'est pas vraiment ça, la Louvar Game. C'est un peu plus grand quand même. C'est un peu plus grand. Donc oui, effectivement, donc là on le fait au Dôme, donc Ouais. du 31 mars au 2 avril. On prend tout le parquet, enfin on prend tout le Dôme, on prend tout le parquet du Dôme, les bars aux alentours, etc. Et là vraiment, voilà, le but c'est de mettre le plus de joueurs possible en réseau qui vont jouer l'un contre l'autre ensemble dans le Dôme. Donc on a plus ou moins entre 400 et 450 compétiteurs Ouais. sur place. On peut pas en mettre plus, tout simplement. Le parquet est rempli, donc on pourrait pas en mettre plus, même si on le voulait. Tu pourrais en mettre plus demain. Non. Je parle pas en termes logistiques, hein. Je parle en termes connaissance du tournoi. Est-ce que si demain tu as une salle 2 fois comme le Dôme, Je pense est-ce que que tu oui. refuses du monde en gros? On refuse du monde, oui. Ok. Ici, la majeure partie de nos tournois sont complets déjà, en moins de 48 heures. Donc on doit déjà maintenant refuser des gens. Ouais, donc tu pourrais en mettre plus en on fait. on pourrait, oui, en mettre plus. Alors je dis pas qu'on pourrait en mettre 1000, mais Non, on non, pourrait non. en mettre plus. C'est plus ou moins, donc forcément, comme je l'ai dit, on a des équipes semi-professionnelles la majeure partie des cas, donc on a quand même plus ou moins 125 coachs, 125 managers. En plus des gamers. En plus des joueurs, on a été sold out en termes de visiteurs à la dernière. Donc nous, on essaye de limiter le nombre de personnes. En fait, la Louvar Game, c'est vraiment un événement qu'on appelle phygital. Donc, c'est-à-dire que il est tant physique que digital. Le but, Ok. c'est pas d'avoir des millions de personnes sur place. Ça nous intéresse pas, très clairement. Parce que ça doit rester Ça une do- compétition. Voilà, où les joueurs doivent sont être bien. voilà, ils doivent être relax, parce que à la première Louvar Game qu'on a fait ici au Dôme en septembre, on avait dit 200 visiteurs maximum. On les a atteints. Ici, on s'est dit qu'on monte à 300 parce qu'on a vraiment eu une demande Oui, donc et t'as parce que c'est globalement bien plus passé. de gamers Oui, que de visiteurs. que de visiteurs. C'est totalement fait exprès, c'est Ouais, c'est totalement ça. voulu. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils viennent avec leur matériel, qui pour certains ordinateurs Beaucoup valent d'argent. très 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 cher, et que dans d'autres événements, pas forcément en Belgique, hein, mais dans d'autres événements, ben il y a déjà eu du vol. On vole un casque, on vole une souris, Ouais. on vole un clavier, on vole même carrément un ordinateur, parce que il y a tellement de gens qui passent de partout avec tellement de matos, vu que c'est un événement vraiment de gaming, donc voir quelqu'un se balader avec un casque, c'est pas aberrant, que il y a du vol. Ouais, si Et je donc, passe avec un, on va pas se dire, tiens, voilà, qu'est-ce qu'il fout là? c'est normal, Ouais, voilà. c'est ça. Maintenant, dans une Louvar Game, ce serait moins normal parce que justement, il y a moins de raisons, Oui. qu'il y a moins de gens. Mais c'est voulu. C'est pour donner de la sécurité aux joueurs, que les C'est joueurs ça. se sentent en sécurité et se disent, ok, si je vais faire pipi pendant 10 On minutes, va pas me voler mon casque. mon casque, il est toujours là quand je reviens. Donc, Mais par donc contre, voilà. sur le digital, c'est un événement qui peut être suivi. Là, exactement. Donc là, c'est pour ça qu'on dit que c'est un digital. Donc là, nous, on travaille avec des influenceurs du monde du gaming ou de l'e-sport, et eux retransmettent en direct l'entièreté des tournois et des matchs de la Louvar Game. Et donc là, en 2 jours, on a fait un pic de 175 000 spectateurs. Donc, et 175 000 personnes qui regardaient. En même temps. Non, pas en même temps. Ah, Sur le ok, cumulé. oui. Sur le cumulé de spectateurs uniques, il y a eu 175 000. Spectateur unique, ouais. Donc Tout à si je fait. me connecte 4 fois, c'est Ah ouais, un non, tu spectateur. seras comptabilisé qu'une fois. Donc là, voilà. Donc ça reste quand même des chiffres qui sont très prometteurs.
pour une compétition telle que la nôtre. Et à Charleroi qui puisse. Tu me disais aussi que tu avais des sponsors, bien sûr, mais aussi tu avais des gens qui étaient dans le recrutement. Tout à Pas fait. dans le recrutement gaming, Non. mais dans le recrutement pour des boulots et qui se disent à un moment donné, on va avoir un public lié à la programmation, au monde du web. C'est quoi les métiers, justement est-ce que tu as des anecdotes de gens qui, finalement, viennent jouer à une nouvelle game et repartent quasi avec un boulot, quoi? Alors non, j'ai pas Ouais, t'as pas de truc. cette anecdote malheureusement parce qu'on fait pas ça depuis très longtemps. Ouais. C'est une demande qui est apparue à la Louvargame passée de septembre où effectivement, étant donné que la Louvargame est ce qu'elle est un milieu où il y a beaucoup de geeks tout simplement, forcément les gens majoritairement qui sont On là dit sont... geek, c'est pas péjoratif, geek. Vous pouvez Non, le dire entre vous c'est ou- pas du tout. Non, je pense Non. pas que le mot geek soit péjoratif, pas du tout. Moi, je suis un geek, très clairement, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Moi, je dirais un no-life, là, par contre, c'est peut-être un peu plus péjoratif. C'est ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune, mais je pense que geek n'est pas péjoratif, pas du tout. En tout cas, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Bien sûr, mais je te charrie parce qu'on a eu un rendez-vous. Ah oui, avec voilà, c'est ça. Geekos, oui, tout à fait. Non, mais je l'ai jamais mal pris, ça, pour le coup. Et donc forcément, voilà, il y a des gens qui ont des formations, ont des études ou ont des boulots tout simplement très liés à l'informatique ou à la technologie. Et donc, certaines entreprises cherchent ce genre de profils parce que c'est des profils qui peuvent être très Atypiques. rares ou atypiques ou pas faciles à trouver ou ils ne savent pas tout simplement où chercher et ils se disent, en fait, ce style d'événement, ma cible, elle est là. Et donc, effectivement, il y a possibilité maintenant dans la Louvargame de venir carrément avec un CV et de pouvoir postuler directement soit dans un panel d'entreprises qui recherchent et qui sous-traitent une ASBL par exemple pour justement recruter pour eux, soit carrément dans des entreprises très spécifiques qui viennent carrément pour ça. C'est notamment à la prochaine Louvargame, il y aura une entreprise qui sera vraiment là dans le but, avec leur RH, etc., dans le but de vraiment recruter pour être chez Retrouver eux. les talents. Parce qu'ils ont besoin de développeurs, ils ont besoin de programmeurs, ils ont besoin de ce genre de personnes. C'est une fameuse revanche enfin moi ça me fait sourire mais dans le bon sens du terme je trouve parce que finalement je revenais à ce côté no life justement et au final maintenant il y a des recruteurs qui viennent à des LAN on peut dire LAN, C'est une LAN partie, ouais, tout à à fait. une LAN pour trouver des profils spécifiques liés à des métiers. C'est quand même une belle histoire, je trouve. L'histoire du gaming, c'est quand même une belle histoire. C'est une belle histoire et c'est vrai que j'en suis particulièrement fier parce que quand j'étais vraiment plus jeune, on avait tendance à se moquer de moi, tout simplement. Pas forcément mes copains, mais même par exemple le corps enseignant. Quand moi je disais, T'es un no-life, t'arrives voilà, à rien. moi j'aime jouer aux jeux vidéo, c'était ok, c'est bon, si tu changes pas, ta vie est foutue, machin, Ouais, c'est bazar. ça, c'est ça. Encore récemment, dans divers contacts que je peux avoir, je sais que certains n'y croient pas du tout et pensent que c'est complètement ridicule. Donc oui, c'est une revanche de me dire que finalement mon événement n'est pas si ridicule que ça. Et t'en vis. Et que j'en vis et que ça peut permettre à des gens d'en vivre aussi et que ça peut permettre à des gens de peut-être s'épanouir et que finalement maintenant, mais de plus en plus l'e-sport n'est plus un phénomène de niche. On le disait souvent encore il y a quelques années où c'est un phénomène de niche. Non, c'est totalement faux. Ça c'est fini. C'est plus du tout un e-sport de niche. De toute façon, tout le monde joue. Tout le monde joue. Que ça soit avec ton smartphone, mais de Candy Crush à Counter-Strike, t'es un gamer. Totalement. J'ai l'impression que le pourcentage de la population qui ne joue pas, il est oui, on est voilà, il y en a encore hein, évidemment, allez, je prends mon que... père n'est absolument pas, il n'a jamais joué mais ma mère est tout le temps en train de jouer à Candy. Donc c'est une gameuse quelque part. C'est une gameuse, tout à fait, on peut clairement le dire. Après voilà, tout dépend du temps qu'elle passe dessus. Bien il y en a des hardcore et des softcore, mais je veux dire oui, voilà, les gens jouent, puis les grands médias maintenant commencent véritablement à parler. Ils ont maintenant même leur propre rubrique e-sport, donc ils savent qu'il y a un marché, il y a des gens qui regardent. Et puis il y a un constat qui est très clair, c'est que les audiences de l'e-sport sont en constante évolution. Et quand on écoute certaines personnes très influentes, par exemple dans le monde du football, à travers le monde, je parle, ils commencent à s'inquiéter du phénomène e-sport parce que ils se disent mais moi même avant ça a été le cas du président, je pense que c'est de Liverpool, je suis pas sûr de ce que j'annonce, mais je crois que c'est Liverpool qui disait je suis inquiet de voir que quand je me promène dans la rue,
il y a de moins en moins de jeunes avec un maillot de foot, mais de plus en plus avec un maillot d'e-sport. Et donc, il y a quand même, il y a certaines écuries de l'e-sport français professionnel qui vendent plus de maillots à l'année que certains clubs de Ligue 1. Sérieux? Évidemment. Pas tous, je dis pas que c'est tous, mais Oui, quelques-uns non, il y en aujourd'hui a. commencent Il y en à a. émerger parce que ils arrivent à avoir une fanbase et donc à l'échelle belge c'est encore plus catastrophique. Alors, il y a un moment de l'interview où c'est l'interviewé qui me pose une question. Donc, je l'explique à chaque fois, mais je n'ai pas... D'ailleurs, tu as voulu m'en parler au début de l'interview. Je dis, je veux pas savoir vers quoi on va aller. Donc, c'est à toi. Mais ça va être plutôt une question politique du coup par rapport à l'e-sport justement. Comme on vient de l'analyser ensemble, l'e-sport est un phénomène un peu nouveau mais qui commence maintenant à se marquer un peu dans le temps. Il y a de plus en plus d'adeptes, plus en plus de gens qui regardent, plus en plus de marchés, il y a plus en plus d'argent qui circule. Et aujourd'hui, en termes politiques, personne n'a l'air de réellement s'y intéresser, d'essayer de réglementer, d'essayer d'accompagner tout ça. Et donc, ma question, vu que tu es un politicien aujourd'hui, c'est à ton avis, pourquoi aujourd'hui personne ne s'est dit il faut qu'on prenne le taureau par les cornes parce que il y a quelque chose à faire et il y a surtout un développement à accompagner. Alors, enfin, de un, j'ai pas eu le temps de réfléchir à la question. Moi, je dirais que c'est un problème de génération. Et c'est que notre génération n'est pas encore au pouvoir. Ok. C'est comme ça que je le dirais. Je pense que, je pense pas à moi, hein, je pense vraiment la génération qui a aujourd'hui entre 35 et 40 ans et moins, tout ce qui est, allez, entre 25 et 40 ans, c'est cette génération-là qui a vraiment vécu le jeu vidéo. Et je pense que la génération d'avant, sans en faire, j'aime pas dire les jeunes, les vieux, les trucs, j'ai toujours combattu ça parce que j'ai travaillé dans le monde des maisons de jeunes, on dit, les jeunes aiment ça, les jeunes aiment... En fait, les jeunes, c'est pas une identité. Oui, tout à fait. Mais, de fait, la génération de mes parents, c'est ce que j'ai dit en début d'interview, mes parents étaient bizarres parce qu'ils me laissaient jouer aux jeux vidéo et que, en gros, mon père me disait, tant que t'as des bons points, moi je te fais pas chier. Si tu veux jouer aux jeux vidéo, joue aux jeux vidéo. Et je pense que quand notre génération va arriver à des postes, des vrais gros postes à responsabilité, parce qu'au final, quand on le voit, oui, au MR, il y a Georges-Louis Boucher, mais qui en parle un peu. Je suis absolument en désaccord sur plein de trucs, mais que ce soit sur le gaming, que ce soit sur une autre passion qu'on a en commun, qu'est le Web3, la crypto-monnaie, etc. Lui en parle un peu, mais je pense on a le même problème par rapport à tout ce qui est nouvelle technologie. J'ai l'impression que le monde politique est relativement à la traîne par rapport à tout ça, que ce soit le gaming, que ce soit plein de trucs. Moi, honnêtement, je travaille à la ville de Charleroi, j'ai jamais eu d'aussi mauvaises conditions technologiques que depuis que je suis à la ville de Charleroi. Et je travaille dans des maisons de jeunes, je travaille pas dans des multinationales, je travaille pas chez Google. Donc voilà. Mais moi, j'analyse ça comme ça. Je pense que quand notre génération va arriver à vraiment des gros postes, c'est-à-dire c'est souvent à l'âge de 45 ans, donc je dirais dans 10 ans. Après 10 ans, c'est long. Oui, c'est long. C'est énorme, parce que dans 10 ans, les trucs dont on parle maintenant seront déjà dépassés. Et donc, il faudra aussi que quand on aura 45 ans, on soit au fait des trucs... Mais je l'explique comme ça. Moi, je pense vraiment que le jeu vidéo n'existait quasi pas avant nous. On a quand même été, enfin moi j'ai eu on est né avec ouais c'est ça, mais on est né avec, mais on a vu tout ça naître. Ouais, il y avait des vieux jeux vidéo avec 2 barres et une boule mais pour moi c'était pas vraiment ça. Non. C'est la Master System, pour moi c'est ça, c'est la Nintendo, c'est ça le début du jeu vidéo, c'est les Amiga, les trucs comme ça, et ouais c'est ce truc là. Mais ma crainte, c'est qu'on soit aussi, enfin tu vois, c'est de répéter finalement ce côté has-been, c'est un peu violent, mais se tenir au fait. Moi, je sais que c'est quelque chose, mais parce que je suis un passionné, mais que je m'impose de me dire, je prends l'exemple de la crypto, plein de gens m'en ont parlé, ça m'intéressait pas, et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que je comprenne.
si tous ces gens, tous ces jeunes que j'apprécie, qui m'apprécient, me disent, il faut que tu t'intéresses à ça, il faut que je comprenne. Et les 4 premières vidéos que j'ai regardées, je me suis dit, c'est quoi cette dope? Et puis après, je suis tombé dedans. Mais, je prends l'exemple de la crypto. Déjà, notre génération, la crypto, c'est déjà clivant. Ouais, tout à fait. Alors que les gars de 20 ans, moi, je discutais avec des recruteurs de Proximus, qui me dit en fait aujourd'hui le salaire devient moins important que la condition de travail, alors que nous encore, notre génération, des gens qui travaillent dans le privé, c'est dire combien je gagne, qu'est-ce que j'ai comme bagnole et tout. Parce que les mecs, ils ont des bitcoins, et donc ils viennent bosser parce qu'ils n'ont pas envie de rien foutre de leur vie. Ils ont envie de bien gagner leur vie aussi, mais ils te demandent, voilà, c'est quoi mes conditions de travail, c'est quoi le télétravail, Et donc, eux-mêmes me disaient, le paradigme de négociation, il a totalement changé parce que nous, on arrive avec nos gros sabots. Lui me disait, on arrive avec nos gros sabots en mode, tu vas gagner autant et tu vas et du coup, tu vas dire merci et tu vas te donner 20 000 heures par semaine parce que tu gagnes autant. Et le gars dit, mais moi, je viens pas ici pour l'argent. C'est pas étonnant. Enfin, tu vois, ils ont pas l'habitude. Et ici, je parlais avec un gars ouvert d'esprit qui, il y a des mecs qui, tu viens pas pour l'argent, tu viens pas travailler pour l'argent, mais tu viens pour quoi? Enfin, tu viens dans le privé pur, viens pas, quoi, alors. Et ça, je pense que c'est aussi où ces erreurs-là, à mon sens, elles ont toujours été faites. Je vois. Et on n'est pas je m'estime pas qu'on est plus malin que ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, et que ceux qui ont 70 ans aujourd'hui, et que ceux qui sont décédés ou quoi, mais qui étaient au pouvoir il y a 40 ans. Et donc, on doit veiller à ça. Mais malheureusement, peut-être que quand nous, on y arrivera, on sera déjà à la traîne sur, mais je pense que voilà. Et puis, la politique, ça reste un monde où sur les projets clivants, on a peur de s'engager. Et ça, je le vis au quotidien. Je prends l'exemple encore du Web3, Bitcoin. C'est tellement clivant. Est-ce qu'un échevin PS peut dire qu'il s'intéresse au Bitcoin? Moi, je le dis parce que je m'en fous et parce que c'est ma vocation. Enfin, en plus, vraiment, j'estime que, on en a discuté ensemble, que c'est un vrai projet de gauche. Quoi qu'on en pense, on pense que c'est un truc de banquier, ça a été repris par des investisseurs, par des spéculateurs, par des trucs comme ça. Mais le projet de base, c'est un vrai projet de gauche, pour moi, Bitcoin. Mais on se dit, ouais, mais c'est quand même un projet d'argent, donc spéculateur, etc. Donc, voilà. C'est comme ça que je l'explique. Mais, et toi, tu penses quoi, là? Toi qui es là au quotidien là-dessus, pourquoi finalement, je te repose la question, pourquoi, à ton avis, le monde politique est si frileux avec le gaming? Mais je sais pas s'ils sont frileux, je pense qu'ils comprennent pas, tout simplement. Il y a une méconnaissance totale de ce que le jeu, enfin l'e-sport ou le gaming dans le sens large peut apporter, tout simplement. Tout à fait. Il y a je pense aussi qu'il y a des personnes dans le milieu de l'e-sport aujourd'hui en Belgique qui se sont auto-donné la mission d'aller convaincre des politiques, mais je ne suis pas certain que forcément ce soit les bonnes personnes. En tout cas, ils n'ont peut-être pas le bon discours. C'est ce que j'allais te dire aussi, c'est que parfois le discours n'est pas le bon. C'est ça. Et voilà. Et je pense que, allez, je dirais sans vouloir faire de comparatif, mais c'est vrai que tu le disais, Georges-Louis Boucher, j'ai eu l'occasion de m'entretenir plus d'une fois avec lui. Le MR a essayé de faire des choses avec l'e-sport, a fait une énorme conférence. J'y ai participé. On voit qu'ils ont essayé sur le moment de vraiment comprendre, mais aujourd'hui, voilà, maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Au final, on l'a fait, et puis, maintenant, super, allez, on passe à autre chose. Alors, je vis pas le monde politique, donc je peux pas le juger, évidemment, mais moi, véritablement, ce que moi je ressens, c'est que il y a un manque de compréhension. Vu qu'on ne comprend pas, c'est compliqué, c'est pas grave, on passe à autre chose, ou alors, on essaie de le diaboliser. Oui. Parce que justement, un peu comme le Bitcoin finalement, pareil, il y en a qui s'amusent à le diaboliser en inventant tout et n'importe quoi,
parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou qu'ils ne trouvent pas l'utilité à ça, etc. Mais pourtant, il y a quand même des métiers qui se créent grâce Tout à à ça, fait. il y a de l'argent qui circule grâce à ça, il y a des richesses qui sont créées grâce à ça. Enfin, il y a un marché qui existe grâce à ça. Et voilà, et je pense qu'il faut véritablement commencer à se pencher dessus. Et même s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Enfin, il y a des gens qui sont là pour leur expliquer et leur montrer l'envers du décor. Et bien sûr qu'il y a des mauvaises choses, comme Oui, dans bien sûr, tout. mais comme dans tout. Mais il y a Comme dans le sport de haut niveau. Enfin, je veux C'est dire, ça, voilà, si on peut il y a parler des de la bonnes FIFA, choses. on peut parler de la FIFA. Il y a des mauvaises choses. Enfin, moi, je suis passionné de football, mais et dans le monde des affaires, il y a Bien des sûr. mauvaises choses. Et dans le monde politique, il y a des mauvais. Enfin, voilà, c'est un peu comme. Après, c'est ça aussi. Il faut jamais oublier, c'est que le monde politique, c'est le reflet du monde. Évidemment. Et donc, si à un moment donné, ben, il faut soutenir des gens qui sont comme nous pour les amener. Enfin, je dis pas il faut me soutenir, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais ce n'est que le reflet. Je pense que le monde du gaming aujourd'hui, ben, il est un peu parfois diabolisé, pas Oui. incompris, totalement incompris. Et donc, c'est des avancées, mais c'est aussi notre rôle, toi, ton rôle en tant que, allez, ambassadeur gaming, parce que t'es un ambassadeur Je sais gaming. pas si je suis un ambassadeur, mais en tout cas, voilà, j'essaye Bah, de, t'es un organisateur d'un des plus voilà. gros événements, si pas le plus gros événement de la région. C'est difficile de dire que t'es pas un ambassadeur. J'essaye de faire de mon mieux, en tout cas, pour représenter ce contenu, quand j'en ai l'occasion, en tout cas, à qui veut l'entendre et aux politiques aussi. Donc, voilà. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut simplement Tout à fait. qu'ils s'y intéressent Faut un peu continuer. plus et je En suis fait, sûr que ça va dans il le faut bon qu'ils sens, arrivent quoi. avec une volonté de s'y C'est intéresser. ça. Et il faut que le discours, parce que ça, moi, je l'ai déjà vécu aussi sur d'autres sujets, en disant, tu comprends rien, mais il y a aussi quand même un côté parfois avec les gamers, comme avec les sportifs, comme avec des artistes, en mode, tu comprends rien, mais on va t'expliquer un minimum et puis tu dois nous soutenir. Enfin, le discours parfois peut être, je dis pas que c'est le discours que t'as toi, hein, pas du tout, mais il y a un côté, En comme fait, quand tu parles à un artiste peintre qui fait une sorte de peinture, où toi tu dis, écoute, moi ça me parle pas trop, mais je veux bien essayer de En comprendre. fait, d'après moi, hein, ce n'est que Oui, mon avis, le problème, c'est que pendant très longtemps, comme on le disait, on a été diabolisé, on s'est un peu moqué de nous. Et Mhm. donc, quand on allait voir des gens et qu'on disait, hey, écoute-moi, j'ai un truc super à te proposer, etc., on nous envoyait un peu balader, oui, pas cause toujours, on reverra ça plus tard. Et puis maintenant, finalement, que ça se développe et que tout le monde en parle, ces mêmes personnes qui nous ont envoyé balader reviennent nous voir en mode, hey, tu sais quoi, ça fait longtemps, on s'était pas vu. Et donc, moi qui ai très bonne mémoire souvent, j'ai, alors peut-être des fois à tort, mais tendance un peu à leur renvoyer le coup de Ouais. bâton en leur disant non mais c'est moi qui ai plus de temps à consacrer entre guillemets. Et Mais c'est peut-être une erreur. c'est une erreur très clairement. J'essaie de le faire de moins en moins parce que voilà maintenant je sens qu'il y a Tu des dois gens t'adoucir. je sens qu'il y a des gens qui ont de très bonne volonté et qui sur le moment avaient peut-être d'autres choses à faire, ce que je peux comprendre. Mais je dirais que de manière générale, si des fois la communauté gaming ou e-sport est un peu plus réticente, c'est parce qu'il faut pas oublier que Bien nous, sûr, pendant mais des ça, tu as années, raison, t'as raison. on nous a T'étais le tapé no dessus. life. Oui, T'étais le mec voilà. en mode, Et dès qu'il y avait un drame qui se passait dans le monde, on a à découvert cause des qu'il jeux avait vidéo, ouais. Il y a un installé lien, ouais, c'est Super ça. Mario. C'est grâce à ça, à cause de ça. Et donc voilà, et on se prend toutes les foudres de tout le monde pendant plusieurs mois. Donc voilà, je Ouais. pense que tout le monde doit mettre Le de l'eau nombre de dans son tueries à vin. cause de GTA, enfin, on Voilà, les a chaque tapés en année, disant, Rockstar c'est GTA, en quoi. prend pour son grade. Mais Alors que les trucs que tu vois aux infos où tout le monde tire, oui, ça, c'est pas à cause de voilà, ça, mais c'est c'est à ça. cause de GTA. C'est ça, exactement. Donc voilà, je pense que tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son vin et essayer d'aller de l'avant. Mais oui, voilà, il faut pas oublier non plus des fois le passé, mais c'est pas pour autant qu'il faut se faire la guerre pendant des années, quoi. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Dans chaque interview, je pose la même dernière question. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, Philippe, c'est quoi ton break idéal? Mon break. Ton break en mode je pense à rien, je déconnecte. Alors moi, mon break idéal, mon plus grand rêve dans la vie, et c'est pas dire pour ça que moi je suis entièrement dans la philosophie de Satoshi Nakamoto.
Inventeur du Bitcoin. Inventeur du Bitcoin, donc la liberté avant tout. Je fais ce que je veux. Enfin voilà, je veux être libre, je veux être pas forcément traçable, je veux être inconnu finalement. Moi, ce serait mon plus grand rêve. Et donc moi, mon break absolu, ce serait d'aller vivre en Alaska, totalement déconnecté de la vie. Rien de technologique autour de moi. Sans PC, sans gaming, rien. sans... Construire ma maison avec les troncs d'arbres que je trouve sur mon chemin. À ce point-là, vraiment. Et ouais. Ça, c'est vraiment un truc... je pense pas que j'y arriverai parce que la vie d'aujourd'hui ne le permet pas. Pourquoi Parce que, d'une part, parce que je suis pas tout seul. J'ai ma compagne aussi, donc... Qui a pas nécessairement envie d'aller vivre en Alaska. Je sais pas si elle en a pas envie. On a beaucoup de points communs évidemment. Par exemple, un de nos pays qu'on adore, c'est l'Islande. Ouais. Et pouvoir être justement comme ça en pleine nature, à des kilomètres de toute civilisation, technologie, internet et tout ça. Donc voilà, maintenant il y a aimer y passer du temps quelques semaines par an et aimer y vivre. Moi, c'est plutôt dans le cas d'aimer y vivre. Et donc ça, ce serait moi personnellement mon break idéal. Ouais. C'est un fameux break, c'est pas un break. Ça, ouais, non, moi c'est un break définitif. Ouais, c'est ça. Mais c'est mon but dans la vie, très clairement, c'est de pouvoir arriver à... T'as ça dans un coin de ta tête en te disant, à un moment donné, j'aurai coffré assez et je me barre. Ouais, le plus tôt... Alors, le plus tôt, je dis pas que ça doit arriver dans 2 ans, évidemment, mais... je dirais que voilà. Un jour, Philippe Bouillon disparaîtra de Belgique. Je rêve de pouvoir me déconnecter des réseaux sociaux. Véritablement. Je suis obligé de par mon métier d'être dessus. Ouais. J'aime bien les utiliser. J'aime bien utiliser YouTube, tout ça. Je trouve que c'est des outils fascinants et exceptionnels quand ils sont bien utilisés. Mais YouTube, voilà. C'est encore différent. Moi, je n'estime pas que YouTube est un réseau social. Mais je pense que YouTube est une université multitâche, machin. Mais pour moi, c'est pas... Mais Facebook, Instagram, machin, ça pour moi, c'est dans le cadre de mon travail. Moi, je suis complètement addict. Mais je ne suis pas sûr que le jour où je ne suis plus politicien, que la première chose que je fais, c'est pas couper les réseaux aussi. Mais pas aller vivre en Alaska. Moi, il me faut quand même mon internet, ma maison, les autoroutes, l'accès au magasin, aux trucs. Je comprends totalement. Moi, je comprends totalement. Mais voilà, ça, ce serait mon break. C'est ça ton break idéal. Philippe, merci. Merci beaucoup pour ce moment. Merci d'avoir accepté. Puis plein de succès pour cette Louvre Game à Charleroi. Et puis, on va essayer de tout faire pour que tu restes à Charleroi, pour que tu n'aies pas envie de quitter cette ville pour tes événements. Il n'y a pas de raison. Ça va? Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, à liker, à partager, à parler du break autour de vous. À dans 2 semaines avec un prochain invité. Philippe, merci. À bientôt. À bientôt, Thomas.